merci tout d'abord aux rencontres d'économiques pour cette invitation et merci à toutes et à tous pour assister à cette intervention. Alors, je ne vais pas être très technique et les empreintes toxiques, il y a effectivement beaucoup de technicité derrière, mais je vais essayer d'être très concret, d'aborder ce sujet à partir du terrain. Alors, je répète le titre parce qu'il est quand même intéressant. Les empreintes toxiques, une vaste escroquerie construite par les banques avec la complicité des institutions politiques et judiciaires. Si on fait un peu d'analyse de ce texte, on s'aperçoit qu'ici, les banques sont traitées d'escrocs. Et les institutions politiques et judiciaires sont traitées de complices. Cette chose-là, je l'ai dite, je l'ai écrite, et à ce jour, je n'ai eu aucun procès. Selon le dicton « qui ne dit mot consent », j'en déduis que à la fois les banques, les institutions politiques et judiciaires reconnaissent leur turpitude. Alors voyons un petit peu le détail. Alors mon intervention, elle va s'orienter en 3 temps. Un premier temps, je vais rappeler l'histoire relativement récente depuis la libération de notre système bancaire et en lien avec le financement des collectivités locales et des établissements publics. Ensuite, je rentrerai dans le vif du sujet des empreintes toxiques. Et enfin, j'ouvrirai une perspective pour aborder cette question. Ce système bancaire qui nous a causé tant de soucis et coûté autant d'argent, qu'est-ce qu'on devrait en faire aujourd'hui? Alors, petit rappel, mars 1944, le programme des jours heureux prévoit le retour à la nation des grands outils de production et notamment la nationalisation des banques. Ce qui va être fait en 1946. Quelques années après, 1950, c'est une loi qui s'appelle la loi Mingeuse, du nom d'un parlementaire, qui autorise les caisses d'épargne à consentir des emprunts à taux bonifiés à partir de la ressource du livret A, emprunt consenti aux collectivités locales. Alors, la caisse d'épargne est simplement apporteur de ces liquidités, si je puis dire, puisque la décision est supervisée par la Caisse des dépôts et consignations. Donc on est en présence d'un système qui est extrêmement réglementé. En 1966, on crée la Caisse d'aide d'équipement des collectivités locales, la fameuse CAEC, dont la mission va être de financer les collectivités locales. La CAEC, c'est un établissement public. Donc là, on est toujours dans un système public de financement. 1976, on autorise certaines collectivités de plus de 10 000 habitants à faire des financements globalisés, c'est-à-dire plutôt de faire un emprunt par projet. Elles empruntent une enveloppe et à partir de cette enveloppe, elles financent l'ensemble de leurs projets. En 1979, 3 années après, cette disposition est étendue à l'ensemble des collectivités. 1982, vous vous en souvenez, c'est la fameuse loi de décentralisation qui a transféré donc un certain nombre de droits aux collectivités locales, mais aussi un certain nombre de charges financières, parce que l'histoire n'est pas aussi simple que cela. Et parmi cette réglementation, il y a un changement qui est très important, c'est-à-dire que préalablement à la loi de décentralisation de 1982, les engagements des collectivités, les délibérations, ne s'appliquaient qu'après validation par le contrôle préfectoral. Or, après 1982, on a un contrôle a posteriori, c'est-à-dire il y a une plus grande liberté qui est constatée aux collectivités locales. 1984, on a la fameuse loi bancaire qui a été évoquée tout à l'heure lors de la conférence d'Éric et Olivier. La loi bancaire de 1984 en France, elle consacre ce qu'on appelle la banque universelle, ou qu'on appelle dans le milieu la banque à tout faire, et que nous on appelle en tant que salarié de la banque à faire n'importe quoi, puisqu'on a vu effectivement ce qu'il en était. Donc cette banque à tout faire, elle participe à la création de grands groupes financiers dans lesquels banques de détail, c'est-à-dire les banques qui s'occupent de vos comptes, les comptes des entrepreneurs, les comptes des associations, les banques de détail ne sont pas séparées des banques d'affaires, des banques de financement et d'investissement. C'est-à-dire qu'en cas de risque de la banque de financement et d'investissement, eh bien, c'est la banque de détail qui va pomper tout ça, avec les conséquences que ça va avoir sur le service qui va vous être rendu à travers des fermetures d'agences, une dégradation des services et une augmentation des tarifications. J'ai un exemple tout à fait particulier, puisque je l'ai vécu en tant que salarié de caisse d'épargne, avec, je dirais, la déroute de Natixis, qui a coûté au groupe bancaire donc,
un certain nombre de milliards, 8 milliards au dire d'un de ces dirigeants que j'avais interrogé sur le sujet, mais je pense que c'est beaucoup plus, et qui a nécessité la mise en place de ce dont on a parlé, une bad bank, qui a été appelée dans le jargon bancaire la gestion active du portefeuille cantonné. Vous voyez, les banquiers sont assez imaginatifs pour trouver des formules creuses qui ne veulent rien dire et pour dire c'est trop compliqué pour vous, ne vous y intéressez pas, alors qu'il faut s'y intéresser. Donc 1984, il y a la fameuse loi bancaire. Les choses vont très vite après. En 87, la fameuse CAEC, qui était un établissement public, est privatisée et devient le Crédit local de France. 1991, le Crédit local de France est introduit en bourse. 1996, le Crédit local de France passe une alliance avec le Crédit communal de Belgique pour créer la fameuse banque Dexia. Et 2012, quelques années après, c'est la faillite de Dexia, avec les États belges, luxembourgeois et français qui vont mettre la main au portefeuille. En France, ça nous a coûté quand même la bagatelle de 6,6 milliards. Quand on dit la crise bancaire n'a rien coûté, je vous invite à lire les rapports de la Cour des comptes et les rapports du Parlement sur le sujet. Donc 6,6 milliards, plus une garantie accordée de 85 milliards d'euros pour justement que ces extinctions des structures perverties de Dexia puissent se faire sans trop de risques. Mais sans trop de risques pour la banque, mais avec beaucoup de risques pour le contribuable, parce que ce sont les États qui apportent la garantie. Donc on s'aperçoit une accélération de la privatisation du financement des collectivités locales, et on va avoir un exemple tout à fait concret des dérives de cette privatisation, de cette financiarisation avec les emprunts toxiques. Alors il faut savoir que tant qu'il y avait la Caisse des dépôts, la CAEC, ces établissements publics qui finançaient les collectivités, les caisses d'épargne, etc., il n'y avait pas de risque. Il y avait deux sortes d'emprunts. Vous avez l'emprunt à taux fixe, vous empruntez à 4%, c'était 4% sur toute la durée de l'emprunt, et vous aviez l'emprunt à taux révisable. Le taux révisable, ce n'est pas un emprunt dangereux, c'est un emprunt qui permet à chaque échéance de faire varier le taux en fonction d'un indice. Mais si jamais vous apercevez que cet indice il vous est défavorable, vous avez la possibilité de revenir dans du taux fixe. Donc là, on était dans des emprunts relativement pas sophistiqués, lisibles, compréhensibles par toutes les personnes, y compris, je dirais, les citoyens de base qui, dans les conseils municipaux, décidaient le recours à l'emprunt. Or, à partir des années 2000, on a vu apparaître les nouveaux emprunts qui sont des emprunts structurés. Alors, la vocation de ces emprunts, elle est toute simple. Faire en sorte que les banques fassent de plus en plus de fric. Parce qu'avec ce type d'emprunt, elles dégageaient 2 à 3 fois plus de marge, parfois plus. Mais la contrepartie de ce surcroît de marge pour les établissements bancaires se traduisait par un surcroît de risque pour l'emprunteur, c'est-à-dire pour la collectivité, pour l'hôpital, pour l'organisme de logement social. Donc, dans ce genre de montage, alors pour faire simple, on a, je dirais, un emprunt avec deux visages. Un visage que l'on voit, c'est l'emprunt avec le déblocage des fonds, les échéances qui sont remboursées. Et on a une autre face que l'on ne voit pas, que l'on appelle produits dérivés, structure ou options. C'est un mécanisme qui sert à faire varier le taux. Et ce mécanisme, il est très compliqué, il n'est pas lisible, et en plus, il n'est pas rationnel, il n'obéit à aucune logique. Je vais prendre un seul exemple. Pour donner un exemple, quand Dexia fait faillite, Dexia avait conçu 226 sortes d'emprunts différents, qui étaient autant de prêts qui avaient pour vocation de pomper du fric un maximum aux collectivités, aux hôpitaux, en fonction des opportunités financières du moment. 226 sortes d'emprunts différents. Je vous laisse imaginer la chose. Donc, la structure qui est associée à l'emprunt, je prends un exemple le plus répandu, c'est une structure qui dit, voilà, le taux de l'emprunt, il va dépendre de la parité entre l'euro et le franc suisse. Quelle est la logique ? Quelle est la nécessité ? Alors je prends la plus simple, parce qu'il y a l'euro, le franc suisse, l'euro, le yen et le dollar, bon, et j'en passe des meilleurs au niveau des exemples. Donc on a un financement qui n'est pas rationnel, parce qu'au niveau de la réglementation, on a, je dirais, des circulaires qui disent que les collectivités locales n'ont pas le droit de se livrer à des activités spéculatives. Elles doivent se consacrer à des opérations de financement à caractère local. À l'époque, dans les années 2000, j'étais chargé de clientèle en charge des collectivités locales au sein de la Caisse d'épargne. Et quand ces produits sont arrivés, dans la mesure où ils rapportaient beaucoup à la banque, on m'a dit, écoute, tu vas vendre ça. Moi, je disais, non, c'est pas possible, je ne peux pas vendre ces produits. Parce que je faisais jouer mon devoir de conseil à l'égard de mes clients en disant, il est hors de question
que je conseille à mes clients ce genre de produits parce que ce sont des produits dangereux, on ne sait pas ce qui peut se passer. C'était avant la crise financière. On était entre 2000 et 2004. Puisqu'en 2004, ils en ont eu marre, ils m'ont viré de mon service. Donc je suis allé dans un autre service de la Caisse d'épargne. Mais pendant ces 4 années où il y a eu la pression, je n'ai vendu aucun de ces produits. Mais le risque n'apparaissait pas parce que le vice, la perversion de ces produits, c'est que pour attirer le chaland, pour attirer le gogo, il y a ce qu'on appelle la partie tarte aux fraises. C'est-à-dire vous avez 3 premières années où vous avez un taux bonifié qui est encore plus bas que le taux classique. Donc les maires qui veulent faire une bonne affaire, ils sont à 3 ans de leur mandat, ils se font un petit peu bourrer le mou, si je puis dire, si je puis parler trivialement, par les chargés de clientèle qui se prenaient ce genre de produit, c'est très bon. Eh ben, ils prennent ça, ils gagnent 3 ans, un petit différentiel d'intérêt, et après nous le déluge. Et le déluge, il est arrivé avec la crise de 2007-2008, où on a vu des taux qui étaient à l'époque de l'ordre de 3 ou 4%, bondir à 10, 15, 25%. Il y a une étude de la commission d'enquête parlementaire mise en place par Claude Barthelone en fin de l'année 2011 qui a établi que si on avait laissé jouer les indices tels qu'ils étaient pour certains types d'emprunts, on aurait abouti des taux à de niveau de 131%. Pour vous montrer un peu le niveau. Mais ça, c'est rien. Je vous donnerai un petit exemple concret d'action de terrain là, pour montrer comment ça se passe dans la vraie vie. Donc, vous voyez, on a mis en place au niveau des banques ces produits très dangereux. On a dissimulé le risque aux emprunteurs et on leur a fait supporter ce risque-là par un mécanisme pervers, c'est-à-dire à travers cette structure-là, finalement, la banque vendait une option à la collectivité qui l'achetait sans le savoir. Et le prix que payait la banque à la collectivité, c'était la diminution des 3 premières années de taux d'intérêt. Donc c'est un mécanisme complètement obscur qui ne reposait sur rien, parce que les collectivités en France, j'ai regardé, j'en ai étudié certaines, je n'ai pas vu de grandes traces de commerce de chocolat avec la Suisse, d'Emmental et autres, qui auraient justifié qu'on emprunte avec un adossement sur de l'euro et du franc suisse. Il n'y a rien qui justifie tout ça, y compris pour les collectivités frontalières de Suisse. Il faut savoir que ça concernait toute la France. Alors, dans la mesure où cet argent, ce type de produit rapportait beaucoup, les banques ont décidé de non seulement les proposer pour les nouveaux financements des collectivités, mais de racheter, de transformer toute la dette classique, vous savez, les taux fixes et taux révisables par risqué, on a dit on vous les transforme en produits structurés. Produits structurés, c'était le mot, la novlangue libérale pour dire c'est savant et c'est moderne, il faut y aller. Vous voyez, c'est ça que ça voulait dire. Donc, beaucoup de collectivités ont transformé toute leur dette en emprunt toxique. Et il y a un exemple très intéressant, c'est le Conseil général de Seine-Saint-Denis. À l'époque, le président du Conseil général, c'était un communiste, M. Brami de mémoire, qui a transformé toute sa dette parce que la Seine-Saint-Denis, c'est un département très pauvre, qui a des dépenses d'aide sociale relativement élevées, et à un moment donné, il cherchait de l'oxygène. Et dans la mesure où les dotations de l'État, elles diminuent. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des cadeaux aux riches, ce que disait Thomas Guénolé tout à l'heure, les cadeaux fiscaux aux riches, eh bien, où est-ce qu'on va aller pomper après le manque à gagner ? Eh bien, sur ces salauds de pauvres qui nous coûtent un pognon de dingue, et sur les collectivités qui font des dépenses n'importe comment, des dépenses sociales, vous vous rendez compte ? Donc l'État diminue ce qu'on appelle les dotations globales de financement et les dotations qui servent à l'investissement, et les collectivités ont des coupes très sombres. Donc le Conseil général de Seine-Saint-Denis, qui cherchait de l'oxygène, a transformé toute sa dette en emprunt toxique. Et quand Barthelone est arrivé à l'époque président du Conseil général de Seine-Saint-Denis, dans le 9-3, il s'est aperçu de ça. Et en même temps, c'était la crise. Et qu'a fait Barthelone ? Il a essayé de négocier avec les banques. Les banques ont dit non, on ne négocie pas. Si vous voulez, soit vous payez 25% au niveau de l'emprunt, soit vous sortez de l'emprunt, mais vous payez une indemnité qui va représenter plusieurs fois le montant de l'emprunt. Vous voyez ce que ça donne. Alors Barthelone a eu un petit peu les nerfs, si je puis dire, d'autant plus qu'il venait de faire ce fameux rapport. Il a attaqué les banques. Il a attaqué les banques devant le tribunal de grande instance parce que le tribunal de grande instance gère les affaires privées et les contrats d'emprunt, dans la mesure où les banques sont des établissements privés, relèvent du droit privé, relèvent du TGI. Et il a attaqué, alors moi j'ai vu des attaques, il n'y a pas que la Seine-Saint-Denis, il y a d'autres collectivités. J'ai vu une attaque particulièrement croustillante comme escroquerie en bande organisée. Les banques ont été attaquées sous ce motif. Je trouve ça très intéressant. Donc, alors, on a attaqué ça sur le caractère spéculatif des emprunts, le défaut de conseil, le manquement au devoir d'information, le manquement au devoir de mise en garde. Et il y avait un autre motif annexe, c'était le non-respect de la clause du TEG. Alors, le TEG, Quesaco. Le TEG, c'est le taux effectif global. C'est le taux qui, pour un emprunt, est censé récapituler
la totalité du coût de l'emprunt avec les intérêts, les frais de dossier, etc., ou d'autres frais annexes s'il y en a. Et ces emprunts étaient tellement sophistiqués que soit les TEG ne figuraient pas, n'étaient pas calculés, soit ils étaient erronés. Et sur cette base, qui est une base annexe, les tribunaux ont sanctionné, ont condamné les banques. Et les banques, je peux vous dire, comme on dit trivialement, elles ont mangé cher. Parce que non seulement on n'annulait pas le contrat au niveau du tribunal, on annulait la clause de taux d'intérêt. C'est-à-dire plutôt que de payer 15%, le tribunal disait je vais appliquer le taux légal à cet emprunt. À chaque échéance, c'est le taux légal. Le taux légal, à l'époque, il était de 0,07, comme James Bond. Vous voyez, c'était un taux très bas, beaucoup moins cher que les périodes bonifiées que faisaient les banques. Donc c'était bingo. Absolument. Et toutes les banques avaient finalement donc devaient payer. Et cerise sur le gâteau, ou même gâteau sur la cerise, non seulement ça s'appliquait sur l'échéance en cours, mais sur toutes les échéances passées. C'est-à-dire on recalculait les échéances et les banques devaient passer au tiroir caisse pour reverser aux collectivités le trop perçu qu'elles avaient. Alors là aussi, on va rentrer dans quelque chose qui n'a pas été suffisamment vu et discuté. Il y a eu un lobbying considérable des banques qui ont présenté dans le projet de loi de finances de 2013 ce qu'on appelle un cavalier budgétaire, c'est-à-dire un texte de loi qui ne correspond à rien. Et ce projet disait que eh bien, finalement, le taux effectif global, qui était à l'époque une mention obligatoire, eh bien, c'est plus obligatoire. Eh bien, à partir de là, c'est plus... Et très intéressant. Ça valait non seulement pour le moment présent, mais c'était une loi de validation rétroactive qui valait pour le passé, c'est-à-dire tous les contrats qui étaient litigieux et qui généraient une condamnation des banques par les tribunaux, on passait l'éponge par rapport à ça. Alors le Conseil constitutionnel, c'était quand même très gros. Le 27 décembre, ils ont fait quand même un petit cadeau donc, de Noël. Ils ont annulé le texte pour inconstitutionnalité. Ça n'a pas traîné. On a, au niveau du gouvernement, refait passer un nouveau projet qui a été adopté en 2014 avec le simple changement, qui était en plus une nouvelle violation de loi, c'était de dire qu'on limitait ce TEG aux acteurs publics. Et les acteurs privés, ils étaient exonérés de tout cela. Ce qui était en plus créer une discrimination entre emprunteurs. Vous voyez, on rajoutait une turpitude à une autre. Et à partir de là, eh bien, effectivement, les collectivités n'ont plus gagné de procès devant les tribunaux, ou très peu. Vous voyez un petit peu la situation. Alors, il faut savoir qu'une loi de validation rétroactive, déjà, cette loi, elle n'aurait jamais dû être acceptée. Parce qu'une telle loi, d'un point de vue du droit, elle doit être uniquement motivée par l'intérêt général. Or là, ce n'était pas l'intérêt général, c'était l'intérêt des actionnaires des banques. Et si je reprends, vous allez me dire, mais pourquoi l'État il a fait ça? J'ai parlé de Dexia tout à l'heure. Dexia en faillite. Quand Dexia était en faillite, le gouvernement français a porté 6,6 milliards au bassinet, donc plus une garantie de 85 milliards, comme j'ai dit tout à l'heure. Et en plus, il y avait dans la corbeille de la mariée de Dexia, qui était un petit peu percée, un encours entre 80 et 100 milliards d'euros d'emprunts aux collectivités, dont 10 milliards d'euros d'encours très toxiques. Ce qui fait que la France, dans les accords qui ont été faits avec les gouvernements belges et luxembourgeois, la France a accepté de reprendre la totalité des encours de Dexia et de les gérer en extinction à travers une structure. Il y a deux structures, il y a la Société de financement local et la Caisse de financement local. Ce sont des structures publiques qui désormais se sont substituées à Dexia. Ce qui fait que quand Dexia était attaqué devant les tribunaux, c'était plus Dexia qui n'existait plus. C'était l'État français à travers la structure publique, la SFIL, qui avait repris les encours de Dexia qui étaient attaqués. Et pour ne pas payer le différentiel au niveau des intérêts, eh bien, l'État, à travers son gouvernement de l'époque, a fait voter cette fameuse loi de validation rétroactive qui faisait en sorte que ça soit le contribuable qui paye pour les banques. Donc vous voyez toute cette malversation. Et ça concerne beaucoup d'argent parce qu'un rapport du Sénat, justement pour insister, pour dire qu'il faut à tout prix voter cette loi, il disait, vous voyez, ça coûte pour l'État 17 milliards d'euros cette histoire. Moi, si je fais le calcul, règle de 3 basique, Dexia, c'est à peu près 2/3 du financement des collectivités. Toutes les banques ont fait des emprunts toxiques, y compris les caisses d'épargne. Si je fais ma règle de 3, 17 milliards, je rajoute un tiers, ça fait 25 milliards. Le coût des emprunts toxiques, c'est au moins 25 milliards d'euros pour le pays. Alors, petit exemple concret. Tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis. Nous sommes dans les années 2012 à Nîmes. Nîmes Métropole, donc, qui va rembourser un emprunt toxique de 10 milliards. C'est très bien parce que c'est des chiffres ronds. Ils remboursent un emprunt toxique de 10 milliards d'euros qu'ils ont souscrit
Et ça, c'est en 2016. L'emprunt est souscrit en 2010 ou 2012. Et la banque réclame à l'époque, tenez-vous bien, à une époque où les banques se financent à la Banque Centrale Européenne à 0%, voire à moins 0,40%. On leur donne de l'argent quand elles empruntaient à l'époque. La banque, le Crédit Foncier de France, filiale de BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, réclame une indemnité. Alors d'habitude, je fais durer le plaisir, mais là, comme on est pressé, je ne vais pas vous faire dire un chiffre à tour de rôle. Elle réclame 58,6 millions d'euros, en plus des 10 millions d'euros. 58,6 millions d'euros. Vous vous rendez compte ce que ça représente? J'ai calculé, parce qu'on dit, ouais, les jeunes, ça coûte cher quand il y a des dégradations. Une année, j'ai calculé le coût d'une année. Vous savez, quand il y a les incendies en fin d'année, quand les jeunes brûlent les voitures dans les cités, etc., ouais, ça coûte très cher, etc. Ça représente 10 années pour tout. Cette indemnité sur un seul prêt, pour une seule collectivité, ça représente 10 années de voitures brûlées dans les cités ou les quartiers. Vous voyez un petit peu la part des choses? Et ça, on n'en a pas parlé. Personne n'en a parlé. Personne n'a dit que c'était scandaleux. Alors, j'en me dis, oui, mais attendez, il y a le taux d'usure. Ouais, mais attendez, les banquiers, c'est pas des piniclés. Bon, ils n'ont pas des nez rouges, donc c'est pas des Mickey. Donc les banquiers, qu'est-ce qu'ils font? Le taux d'usure, il s'applique uniquement au moment de la mise en place du contrat, c'est-à-dire à la première échéance. Et après, vous pouvez appliquer n'importe quel taux. C'est ça ce piège. Il faudrait justement réformer ce taux d'usure et faire en sorte que le taux d'usure, il s'applique à toutes les échéances. Ce qui fait que les banques respectaient la première période. En plus, pendant 3 ans, elles proposaient un taux bonifié avec ce type d'emprunt toxique. Mais après, les taux pouvaient bondir à 25%, alors que le taux d'usure pouvait être à 10-15% ou 20%, mais ils étaient amplement au-dessus, mais pas de problème. Donc les collectivités, elles se sont retrouvées piégées après cette loi de validation rétroactive, soit payer un taux d'intérêt très fort pendant toute la vie du prêt, soit payer une indemnité énorme qui représentait plusieurs fois le montant du prêt. Je signale pour Nîmes, ça représente presque 6 fois le montant de l'emprunt remboursé, ce qui est énorme. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Alors, on a fait quand même une action citoyenne parce que moi je suis membre, j'étais syndicaliste sud BPCE, je suis encore syndicaliste, membre du CDTM et membre du collectif d'action citoyen. Et à Nîmes, on a fait une action citoyenne. On a exercé un recours pour excès de pouvoir qu'on a déposé devant le tribunal pour attaquer les délibérations de la collectivité qui validaient la sortie de cet emprunt en payant une indemnité aussi grande. D'abord, on a mis en demeure les élus en disant on vous demande de ne pas payer ça et d'attaquer la banque en justice. Même après la loi de validation, il faut quand même les attaquer pour mettre ça sur la place publique. Il faut refuser de payer. C'est le refus de désobéir. Alors, les élus disent non, non, on ne va pas faire ça, on va payer. En plus, il y a un fonds de soutien qui est mis en place et on va nous aider pour une partie de l'indemnité, etc. Sauf que le fonds de soutien, il est payé pour moitié par nos impôts de contribuables nationaux et pour moitié en tant que client bancaire avec l'augmentation et tarification. Donc vous voyez, c'est toujours les mêmes qui payent par rapport à ça. Donc on a dit aux élus, n'acceptez pas ce deal de la part de la banque, attaquez-la en justice. Ils ont refusé. Et nous, on a attaqué en justice devant le tribunal administratif parce qu'on a attaqué un acte public qui est une délibération. Et on a obtenu c'était en 2016-2017, l'annulation de 3 délibérations qui validait la sortie d'un emprunt toxique, ce qui est quand même énorme par rapport à ça. Alors, on ne se fait pas d'illusions. Dans le mois qui a suivi, le conseil communautaire a repris, c'était une métropole, Nîmes Métropole, une communauté d'agglomération, le conseil communautaire a repris une nouvelle délibération qu'on a à nouveau attaquée, mais on pense que cette fois, on va se faire bâcher parce qu'ils ont fait une pseudo-information aux élus, alors que nous, on leur demande de nous dire, l'indemnité, elle fait 58,6 millions. Donnez-nous la formule de calcul, parce qu'il y a une formule de calcul, elle est tellement obscure que personne ne sait comment calculer l'indemnité. Et dans un rapport de la Cour des comptes, que j'ai lu, le rapport de la Cour des comptes de l'année écoulée, dans une communauté d'agglomération, des élus ont remarqué que les banques avaient surdimensionné cette indemnité qui avait dû être diminuée par la suite du fait d'un contrôle de la Banque de France. Donc on s'aperçoit qu'il ne faut pas faire confiance, il faut contrôler, il faut le contrôle citoyen par rapport à tout ça. Alors, à travers ce cas de figure que j'ai passé un petit peu au pas de course, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que les banques, on doit les avoir sous contrôle. Dès qu'elles sont de plus en plus privées, elles se consacrent à la financiarisation, elles financent de moins en moins les crédits des particuliers, des entreprises, des entrepreneurs, des associations. Elles préfèrent spéculer parce que ça rapporte plus d'argent. Et comme elles sont
trop grosses pour faire faillite et, comme disent certains, trop grosses pour aller en prison au niveau de leurs dirigeants, eh bien, elles savent que derrière, il y a le particulier qui va venir à travers ses impôts et les aides de l'État, renflouer tout ça. Donc il faut changer. Alors aujourd'hui, au niveau du changement, et je terminerai par cet aspect-là, il y a 2 projets qui sont avancés pour changer de système bancaire. Il y a le projet qu'avance mon syndicat. Alors, je fais de la pub. Bon, je fais une pub pour mon livre, donc si ça vous intéresse, il doit être au stand de librairie, passons. Et je vais aller déposer au stand de la librairie tout à l'heure une centaine de plaquettes banque gratuites faites pour mon syndicat Sud BPCE. On explique c'est quoi une banque. Et cette plaquette, elle était avant tout destinée aux salariés de la banque qui ne savent pas ce qu'est une banque, ce qu'ils font, comment ça fonctionne. Et c'est véridique ce que je vous dis. Donc on va présenter notre projet là-dedans. Alors le projet de Sud BPCE, qui est aussi le projet du Comité pour l'abolition des dettes légitimes du CADTM et d'autres économistes, Frédéric Lordon, Michel Husson, c'est un projet qui dit, pour éviter tout ça, il faut socialiser l'intégralité du système bancaire. Socialiser, ça veut dire quoi? C'est faire un service public, mais à la différence de la nationalisation, il y a un contrôle citoyen très important. Et dans une autre revue dont je refais la pub, et cette fois qui est en vente, celle-là au prix modique de 5 €, Les autres voies de la planète, c'est le dernier numéro du CADTM qui est consacré aux banques, pour une socialisation des banques. J'ai fait dans ce numéro un article assez long où j'ai analysé donc les nationalisations de 1946 et de 1982. Et en 1946, il y a un gros débat à la sortie de la guerre où il y avait un rapport de force très important. Je rappelle qu'à l'époque, certains maquis avaient encore des fusils et les négociations se faisaient avec le contrôle des armes. Donc la critique des armes, ça existait à l'époque. Donc c'était assez sévère. Et il y avait de gros débats sur ce qui concerne la socialisation, y compris au sein du Parti socialiste de l'époque. Je renvoie donc à la lecture de quelques éléments du Parti socialiste de l'époque que j'ai retrouvé dans les archives de la Banque de France. Et c'est très intéressant de lire tout ce débat qui s'est noué pour la socialisation. Donc à l'époque, il y a eu une nationalisation, il n'y a pas eu socialisation. Et donc le projet qu'on défend nous avec Sud et le CADTM, c'est contrôle citoyen. On fait des conseils d'administration qui sont composés pour partie de représentants de salariés, de représentants de clients, d'élus, de représentants d'associations. C'est un contrôle pluraliste, un contrôle citoyen. C'est pas simplement on nationalise, on fait un service public et puis on laisse faire les autres. Non, on est présent. Pour vous donner un exemple, moi j'étais présent parce que je suis à la retraite depuis quelques temps. J'étais représentant de mon syndicat au sein du conseil d'administration de la Caisse d'épargne. On était sur une vingtaine de membres, 2 représentants des salariés, dont un de la CGC qui votait les salaires des patrons. Quand je proposais de diviser donc, de façon assez drastique le salaire des patrons, ma proposition de vote n'allait pas jusqu'au bout, donc c'était rejeté. Et je suis parti lors de mon départ à la retraite, donc j'ai demandé donc, de faire un vote pour retirer la médaille d'honneur qui avait été accordée par la Caisse d'épargne de France à Jean-Claude Juncker. Alors, il y a eu un brouhaha dans l'assistance et donc, bien sûr, il n'y a pas eu de vote par rapport à ça. Mais j'ai fait quand même cette demande-là et je proposais qu'on la remette à M. Roberto Scarpinetta, qui est un grand juge anti-mafia, qui est un compagnon des juges Borsalino et Falcone qui ont été assassinés par la mafia. Donc ça, c'était... Mais bon... Il ne connaissait pas Scarpinato et Falcone et Borsalino, je ne sais même pas s'il savait ce que c'était. Borsalino, je pense qu'il croyait que c'était un chapeau, quoi. Donc, ouais, pour dire le niveau intellectuel des dirigeants de banque. Donc ça, c'est ce projet-là que l'on a, ce projet que l'on défend. Et à côté, il y a un autre projet, alors Thomas Guénolé pour en parler, et j'ai amené, donc il y a un petit document qui a été réalisé par la France Insoumise, par l'Avenir en commun. C'est le projet d'un service public bancaire. Mais cette fois, par la création d'un pôle public. Alors, ce projet, il est porté non seulement par la France Insoumise, mais il est porté par la CGT et par un pôle public au service des droits, enfin tout un ensemble de collectifs. Alors, quelle est la différence entre nous? Nous, on socialise tout. Du côté de la France Insoumise, on dit on va créer 3 pôles, grosso modo, et de la CGT. On a un pôle public bancaire autour de la CDC, la Banque publique, etc. D'autres satellites qui sont autour pour financer les grands investissements, le service public bancaire pour tous, et à côté, on a un pôle mutualiste, et à côté, un 3e pôle de banque privée. Alors, l'argument qui dit on ne peut pas aller d'emblée à l'association intégrale parce qu'il y a les questions de rapport de force, etc. Nous, ce qu'on dit, pour dire qu'il faut tout socialiser, alors moi je vais encore plus loin, je dis qu'il faut même socialiser les banques d'affaires. Vous vous rendez compte? Une banque d'affaires, c'est quoi?
une banque de financement et d'investissement qui est chargée de financer les grands projets. Si on laisse les banques d'affaires entre les mains d'actionnaires qui sont également actionnaires de Monsanto, d'Areva et ce genre de trucs, vous allez voir les grands projets qui vont nous financer. Donc les grands projets, il faut les contrôler à travers les organismes qui vont les financer. C'est pour ça. Donc là, on a ce fameux débat. Alors il y a une petite citation pour vous dire pourquoi, que j'ai trouvé d'ailleurs dans les archives de la Banque de France, dans le projet socialiste qui doit dater des années 46. Il cite un banquier des années 30, et je vous laisse écouter son propos, qui est toujours d'actualité. Les banques ont le devoir de lutter contre le marxisme. Elles sont le rempart du régime capitaliste. Leur fonction est basée sur ce régime, et toute disposition législative qui tend à la saper doit être combattue par elles. En agissant autrement, elles se suicideraient. À travers cette parole qui est sortie ingénument de la bouche d'un banquier, vous avez la situation du rapport de force qui, moi en ce qui me concerne, et beaucoup d'autres, fait plaider, je dirais, pour une socialisation qui soit totale, radicale, et pour reprendre un petit peu l'expression de Lordon, une socialisation qui soit aussi punitive. C'est-à-dire qu'il faut ne pas indemniser les gros actionnaires. Les petits porteurs, il faut faire une étude au cas par cas, indemniser les petits porteurs, mais les gros actionnaires, il ne faut pas les indemniser parce qu'ils nous ont coûté le prix de la crise. À nous de leur faire payer. Ils ont pris des risques dans leur banque privée. C'est à eux de supporter ces risques-là. Et on a déjà beaucoup trop payé pour eux. Voilà.